Rachel Kahn is a former athlete, lawyer, screenwriter, and actress. Rachel Kahn was involved in different collectives. Noir, N'est pas mon métier was a book, and she's author of the novel Les Grandes et les Petites Choses. She was co-director of La Place, the hip-hop cultural center of the city of Paris, and she's regularly on different TV shows. Black, Muslim, Gambian on her father's side, white, Jewish, and French on her mother's, Rachel Kahn is proud to call herself Rassi. But how to live with this excess of race at the time of identity withdrawal then only radically matter? How to position oneself with this pedigree when the injunction is to choose a side? By analyzing a series of politically correct words, notion, and expression, Rachel Kahn takes a cynical and critical look at our era, which forbids any form of nuance. She condemned the word that separate, like sous-chien, which is not underdog, right? Racisé, afro-descendant, minorité, minority, which are too often, according to her, present as indispensable tools to fight against racism. It is also very important to her to manage or to work on how to deal with words like diversity, mixed or unmixed, which impoverish the language, according to her, and fuel hatred and silence. Finally, what she prefers is to defend the words that repair, such as intimacy, such as silence, or such as creation or desire, which is, according to Rachel, which reestablish the dialogue and promote non-unique way of thinking. Thank you very much, Rachel, to be with us. It's a great honor. Please welcome. Thank you very much to all. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Merci à l'ESSEC et merci à Imagination Week. J'ai décidé en fait d'intervenir en trois parties pour essayer, tenter un maximum de vous transmettre une partie de moi-même. Et en fait, peut-être pour vous, c'est de vous livrer les coulisses finalement de ma vie. Donc, ces trois parties, c'est d'abord une présentation de ce pédigré, qui est en fait une imprévisibilité. Et puis, la deuxième partie, qui à mon sens a du sens pour vous, c'est la partie de ce mot création, qui fait partie de mon ouvrage. Pour moi, c'est un mot qui répare et on abordera ensemble, en tout cas de manière intime, ce pourquoi il répare à mon sens. Et puis la troisième partie, sur quelque chose qui m'est très cher, c'est la transversalité. Je vais tout de suite commencer sur la première partie, qui est une partie de présentation. Alors, juste une petite précision, mon nom c'est Kahn, K-H-A-N, et non pas comme c'est écrit avec K-A-H-N. Et souvent, on fait la confusion parce qu'effectivement, ma mère est polonaise, yiddish, et mon père est gambien, qui est un pays anglophone. Au Sénégal, il y a les Kahn qui s'appellent, ça s'écrit K-A-N-E, mais comme la Gambie, c'est le pays de mon père, a été colonisée par l'Angleterre, ils ont rajouté un H, et donc qui ressemble aussi au nom indien, Khan, K-H-A-N. Voilà, c'était juste une petite... Donc on entend Khan comme si c'était le nom juif, mais en réalité, c'est le nom africain de mon père, et ma mère, c'est Hertz. Voilà, c'était juste pour mieux brouiller les pistes encore. Je vais reprendre en fait. Moi, je suis née à Tours, en Touraine, en 1976, d'un papa donc gambien, animiste, avec une famille, parce qu'animiste, c'était avant l'islamisation de l'Afrique, mais sa mère, donc ma grand-mère, était aussi catholique. Et mon père était à l'époque professeur de français en Gambie, donc ce pays anglophone.
Ensuite, il est venu en Touraine pour parfaire son français. Il a rencontré ma mère donc d'origine polonaise, qui est née en 1940, donc qui a été cachée pendant la guerre. Mes grands-parents ont été déportés à Auschwitz et mes parents se sont rencontrés là où travaillait ma maman, dans une librairie. Et donc, c'est pour ça que j'écris des bouquins aujourd'hui. Mais pour justement par rapport aux grandes et aux petites choses, qui est mon premier roman, je voulais simplement vous lire quelques lignes que j'avais écrites sur mes parents à l'époque. C'est un ouvrage qui est sorti en 2016. Et voilà, pour mieux vous dessiner ses racines familiales. Ma mère est née en 40. Ce ne fut pas une bonne année pour naître. Alors, on l'a cachée pendant 5 ans. Toute ma famille a pris le train. Finalement, seul mon grand-père est revenu. Mon père, lui, est né en Afrique de l'Ouest, entre la Gambie et le Sénégal. Et pour s'en sortir, il a vu loin. Il a mis les voiles juste après la décolonisation et il a débarqué en France. Mais à Paris, il a eu envie de comprendre sa trajectoire et il a pensé trouver la solution dans les livres, plus exactement dans les dictionnaires qui donnent des définitions à tout. Depuis lors, mon père collectionne les dictionnaires, même s'il ne parle pas beaucoup. D'abord parce qu'il ne faut pas parler pour ne rien dire pour lui. Ensuite, parce qu'il faut toujours avoir le mot juste. Et c'est pourquoi ils s'entendent bien avec mon grand-père à l'accent yiddish, à cause de la justesse des mots et des notes de musique. Et en fait, moi, je viens de là aussi. C'était pour vous expliquer mon rapport au français, en fait, avec un papa qui ne vient pas de cette langue-là, c'est sa 5e langue. Il a appris d'abord le sérère, puis le wolof, puis le diola, puis l'anglais, puis ensuite le français. Et en fait, c'est grâce à mon père, en fait, que je parle le français. C'est-à-dire que ma langue maternelle, c'est plus une langue paternelle, en fait, qui a été apprise, mais parce que mon père m'a transmis son amour de cette langue. Concernant ma mère, c'est vrai que c'est donc une enfant cachée et que je crois que moi, dans mes créations, il y a quelque chose qui est important pour moi de la réparation de nos humanités. Et donc, c'est vrai que depuis que j'écris, c'est-à-dire depuis les années 2000, eh bien, je tente en fait de trouver dans la création des solutions qui nous réparent, des solutions qui ne soient pas des solutions finales entre nous, justement, mais des choses qui puissent nous mettre un peu de lumière et un peu d'énergie pour nous réparer. Ensuite, dans ma vie d'enfant, j'ai surtout, à partir de 5 ans, été à la danse classique, ce qui fait que la création est arrivée très tôt chez moi, et notamment avec cette exigence-là de la danse classique. Mais dans ce que je raconte dans mon premier roman, Les grandes et les petites choses, ce n'est pas une carrière, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de métis, on va dire, en danse classique, ce qui fait que la professeure de danse m'a dit un jour, écoutez, vous dansez très bien, mais la danse classique, si ce n'est pas forcément fait pour vous, peut-être vous pourriez vous concentrer sur la danse contemporaine ou sur la danse hip-hop. Sauf que moi, ce qui m'anime, c'est la danse classique. Et donc, finalement, j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait du sport. Donc, j'étais athlète de haut niveau en sprint et en triple saut. Et j'ai été en équipe de France et championne de France en sprint et en équipe de France au triple saut. Et alors, justement, enfin, Les grandes et les petites choses, c'est un roman que j'ai voulu écrire pour retisser ce contexte familial, mais aussi, à travers le sport, montrer en fait le dépassement. C'est-à-dire que les grandes et les petites choses, c'est au fond la petite histoire, la mienne, et surtout la grande histoire. Et parfois, lorsque l'on est enfant, on est empêtré dans cette grande histoire mondiale, mais aussi familiale, qui vous empêche cette créativité, qui vous empêche de vous déployer. Et c'est vrai qu'à travers le sport, et heureusement que j'ai fait du sport d'ailleurs, parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir une certaine éthique de vie pour laisser de l'espace
à cette création, cette exigence qui est cette liberté de création. Et puis, au niveau des religions, quand même, il faut que je vous en parle, c'est que même si, moi, je suis binationale, hein, donc française et gambienne. Donc, d'un côté, j'ai reçu une éducation religieuse ici, donc c'était le Talmud Torah, et de l'autre côté, avec mon père en Afrique, eh ben, c'est plutôt les traditions animistes. Et en fait, ce qui est particulier dans cette famille, ce qui a été particulier, moi, dans mon enfance, c'est d'aller au Talmud Torah, puis donc de faire Kippour, et puis de faire Noël, et puis de faire le Ramadan. Entre Kippour et le Ramadan, c'est pour ça qu'on tient la ligne, parce qu'en fait, on ne mange pas beaucoup. Et non, c'est pas vrai, on est très gourmand. En tout cas, il y avait du poulet yassa, du gâteau au fromage, des harengs, des cornichons polonais, ce mélange-là. Et en fait, quand on grandit dans cette famille-là, pour moi, c'est ça une famille, c'est mes repères d'une famille normale. En revanche, c'est à l'âge de 16 ans que je suis sortie de la maison, que j'ai commencé à voir mes amis, et que là, on vous dit, mais en fait, c'est pas possible, il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas être noire et juive, ou tu ne peux pas être juive et musulmane. Tu dois choisir, ce qui était parfaitement impossible. Et en fait, je crois que dans la création, c'est très précisément ça. C'est-à-dire que dans la création, c'est votre choix intime qui se déploie et non pas ces injonctions et ces assignations. Moi, j'ai en tout cas choisi, grâce à nos piliers fondamentaux qui sont dans la Constitution, j'ai choisi d'être, parce que j'ai ce pédigré-là, d'être 100% française, universaliste, humaniste, et de défendre cela parce qu'avec, entre la Shoah et la colonisation, et c'est la grande histoire de France en fait qui coule dans mes veines, c'est aussi énormément de drames. Et s'il n'y avait pas eu ces drames-là, je ne serais pas là. Donc, c'est cette ambivalence d'être en présence à la fois grâce à des choses lumineuses, on va dire les lumières pour résumer, mais dans le même mouvement à cause des drames de l'histoire. C'est ce que je raconte à peu près dans pas mal de mes écrits. Et puis est arrivé le hip-hop, ça dans les années 90, pour faire plaisir à ma prof de danse. J'avais un groupe de rap, ce qui m'a permis de faire les premières parties et de travailler un petit peu avec MC Solar. Je ne sais pas si ça vous parle. MC Solar, de faire les premières parties d'IAM. Et au fond, parce que les valeurs, entre guillemets, du hip-hop, du partage, c'est aussi ce hip-hop qui vient de ce fameux mot, la créolisation du monde, mais qui tisse avec plein d'éléments universels, au fond, pour se déployer et se révéler à vous-même autrement. Le hip-hop, c'est ce brassage, finalement, de différentes esthétiques. Et puis, ce qui me plaisait, c'était effectivement qu'il y ait de la musique, de la danse, du graphe, des films, donc une interdisciplinarité qui me plaît aujourd'hui pour défendre des droits et des libertés. Parce que ma formation juridique, après, elle s'est tournée vers le droit public et le droit international, où j'ai fait des travaux de recherche sur le principe de non-discrimination au niveau européen, au niveau international, avec un sujet de doctorat sur l'OMC et les droits fondamentaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en plein dedans avec la pandémie. On a des organisations mondiales, l'Organisation mondiale du commerce, et puis on a aussi d'autres organisations mondiales, autres satellites de l'ONU sur les droits fondamentaux, mais malheureusement, la conjugaison ne se fait pas forcément. En tout cas, tout ce qui relève de la justice et finalement de trouver une nouvelle fois un chemin qui nous répare, moi, je l'ai trouvé dans le droit. Et ce qui est particulier, c'est qu'on en parlait tout à l'heure avec Xavier, c'est que on peut se dire que le droit, c'est quelque chose de très rigide. En plus, moi, j'étais à Assas, donc ce n'était pas hyper accueillant comme université, c'est pas pour cracher. Donc, c'est une université un petit peu, comment dire, un peu traditionnelle. Malgré tout, c'est ce qui m'a permis aussi
dans les interprétations juridiques, dans aussi les études de cas ou les plaidoiries, ou les différentes doctrines, eh bien, d'éprouver ma créativité. Et puis ensuite, mes travaux de recherche ont été vus par des politiques. Alors, différents groupes politiques, notamment à l'époque, le développement durable était en train de naître comme notion, mais aussi à la région Île-de-France, des personnes qui travaillaient sur le développement durable et l'aménagement du territoire, et ensuite sur la culture. Donc, des élus m'ont demandé de travailler pour eux, ce qui fait que je suis devenue conseillère dans différents cabinets, notamment sur la culture auprès du président de la région Île-de-France. Et là, une nouvelle fois, c'était bien pour déployer cette transversalité, puisque je pouvais m'occuper à la fois du livre, du patrimoine, du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, en soutenant les artistes. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans ce moment extrêmement important sur la place de la culture, sur la place des artistes, mais non pas simplement qu'en termes de jauge ou en termes de Covid, ou en termes véritablement la protection des artistes par rapport à cette liberté d'expression et cette liberté de création. Moi, c'est ce qui m'a animée pendant des années à la région Île-de-France, et notamment pour soutenir des esthétiques de l'imprévu, des esthétiques de l'imaginaire. À cette époque-là, notamment dans le hip-hop, il n'y avait pas encore en France, il n'y avait pas encore de films, notamment de réalisateurs hip-hop qui se mettaient à écrire des scénarios, etc. Et ben, il fallait y aller, il fallait prendre le risque, même si on entendait, oui, mais ce sont des gens, des quartiers, donc ce n'est pas des artistes. Et ben non, de prendre ce risque-là, d'aller accompagner ces artistes, moi, ça a été fondamental pour moi, parce que sinon, je me disais, sinon, ça ne sert à rien que je sois au cabinet d'un président de la région Île-de-France qui soutient justement l'art et la création. Et puis aussi, j'ai été conseillère pour l'égalité femmes-hommes, pour les questions de handicap, de personnes en situation de handicap dans la ville, parce qu'effectivement, aussi avec ce pédigré, je crois, la lutte contre les discriminations, pour moi, elle ne doit, comment dire, elle doit se faire avec tout le monde, et elle doit se faire quel qu'en soit le motif. Et c'est en ça que je me revendique, c'est vrai, universaliste, parce que je pense que nous sommes traversés par des discriminations qui tentent de nous couper en fait du réel. Et lorsque l'on pense que les crimes contre l'humanité concernent l'humanité, on ne peut pas se dire que l'antisémitisme concerne uniquement les Juifs, que le racisme concerne uniquement les Noirs. Et en fait, c'est véritablement dans la culture et la création qu'on peut se retisser, se recoudre et se réparer, à mon sens. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été co-directrice d'un lieu culturel sur les esthétiques hip-hop qui se trouve en plein cœur de Paris, aux Halles plus précisément. Et puis avec cet essai, Racé, qui est sorti au mois de mars, où c'est vrai que je défends la liberté, parce que sans la liberté, la création n'est plus possible. Et c'est vrai qu'au mois de mars, ça a été un peu comme un tremblement de terre. Déjà, écrire une œuvre ou créer quelque chose, c'est toujours une prise de risque. On ne fait pas des copier-coller. On s'engage vers un chemin qui n'est pas du tout exploré. Et au mois de mars, il y a eu toute une polémique autour de ce livre en tentant de me faire taire. Et ça montre bien le moment dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que si on empêche les gens de créer, si on empêche les gens de s'exprimer, finalement, on nous déshumanise. Et je trouve absolument remarquable que vous puissiez travailler sur l'imagination, l'ensemble des champs des possibles, et à quel point on est tous dans des complexités infinies. Les gens qui m'ont demandé de me taire, en réalité, militent pour des identités figées. C'est des personnes qui sont sur des communautarismes durs, donc pas du tout dans l'ouverture, et qui, en fait, au fond, si vous avez une certaine couleur de peau,
vous n'avez pas le droit de vous exprimer de telle ou de telle autre manière, ce qui est très précisément une discrimination. C'est-à-dire qu'une discrimination, c'est lorsque on vous déshumanise par rapport à une couleur de peau. Donc, c'était un peu particulier, je vous l'avoue, comme moment, mais il est bien évident que je ne me suis pas tue parce que me taire, finalement, c'était aussi un déshonneur par rapport à mes parents qui ont battu pour cette liberté d'être ensemble et de créer, cette fois grâce à l'amour, autre chose, un autre chemin peut-être de nos humanités. Donc, dans cet essai, Racé, il y a 3 volets qui sont extrêmement simples. Il y a pour moi les mots qui nous séparent. Et effectivement, sous-chien, racisé, des choses en fait qui vous empêchent, qui vous essentialisent et qui vous empêchent de vous déployer et qui vous empêchent d'embrasser votre liberté. Ensuite, il y a le deuxième volet qui sont les mots qui nous mènent nulle part. Et là, on en entend beaucoup, et surtout dans la période que nous vivons, la période de campagne électorale, des mots fourre-tout, comme vivre ensemble, comme diversité, comme minorité aussi, parce qu'au fond, on vous colle des mots sans avoir du recul sur ces mots. Je prends l'exemple du mot diversité. Moi, quand j'avais 35 ans, parce que c'est à peu près il y a 10 ans que ce mot est apparu très régulièrement, on m'a dit, en fait, vous êtes de la diversité. Donc ça, c'était pas trop prévu. Moi, mes parents m'ont pas élevée en me disant que j'étais de la diversité. Moi, je suis normale, quoi. Et en fait, c'est très particulier, ce mot. C'est un mot qui raconte à peu près n'importe quoi. La diversité, elle existe quand on est bien tous ensemble, ou la diversité, elle existe à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire cette diversité, cette complexité et toutes les nuances que vous allez déployer dans votre vie, elles se trouvent à l'intérieur de vous-même. Et donc, moi, j'avais besoin dans cet ouvrage de me poser par rapport à ces mots. C'est un peu comme le mot racisé aussi, qui, moi, je trouve que c'est un mot d'une violence rare et qui vous déshumanise. C'est que tout d'un coup, on va vous désigner. Moi, j'ai eu affaire à une journaliste qui m'a dit « Mais vous, en tant que femme racisée ?» Donc, je lui ai dit « Non, je suis désolée, je ne suis pas racisée. » Mais si vous êtes racisé, donc le dialogue, c'était un dialogue de sourds, et je lui dis, oui, mais si je suis racisée, vous aussi, vous êtes racisée. Elle fait, non, moi, je ne suis pas racisée, donc elle était blanche et tout. Mais si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens racisés d'un côté et des non-racisés de l'autre. Pour moi, tout le monde, à ce moment-là, tout le monde a une couleur de peau. En revanche, dans ces dogmes-là, racisés, ce que je comprends, c'est qu'on fait de vous, parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes asiatique ou autre, ou indien ou je ne sais quoi, on fait de vous une victime. Et pour moi, il est hors de question que nous, surtout pour vous, vous êtes au début de votre carrière, il est hors de question de baisser la tête et de véritablement, dans votre corps, être persuadé que de fait, vous êtes des victimes. Parce qu'à ce moment-là, on ne réussit rien. Quand on est au début d'un 100 mètres et qu'on se dit « Ah, on est racisé », bon, alors là, effectivement, il n'y a que des racisés. Oui. Ça ne marche pas. Non. Au début d'un 100 mètres, si vous êtes une victime, vous ne gagnez pas. Voilà. Et pareil, pour ces questions de… en tout cas, en France, pour moi, c'est très particulier, ces questions de… On parle de discrimination positive. Reprenons l'exemple du 100 mètres. Donc, on va prendre des gens qui n'ont pas la même couleur de peau parce qu'ils ne sont pas assez représentés au niveau du 100 mètres. Je ne pense pas que ça fasse avancer nos humanités. Voilà, donc c'était les 2 premières parties de cet ouvrage. Et la 3e partie, qui est pour moi la plus importante. Les 2 premières parties ont fait polémique. Vous comprenez bien pourquoi, parce qu'on n'a presque pas trop le droit, mais maintenant, ça y est, je sais cette année, on va avoir le droit de parler en fonction de notre pensée. La 3e partie, c'était véritablement les mots qui nous réparent, parce que je suis convaincue que si on fait attention aux mots que l'on met dans notre bouche, eh bien, déjà, ça nous challenge, mais qu'ensuite, on peut créer tout ce qu'on va impulser
permet en fait de s'émanciper à chaque fois de nous-mêmes. Et je pars au fond d'un postulat par rapport à la victimisation ou à la victimocratie, parce qu'il y a des gens en fait qui se disent victimes pour avoir du pouvoir ou un truc de domination sur les autres. Ça, pour moi, ce n'est pas juste. Se dire qu'en réalité, on a tous une souffrance. On est tous blessés. On a tous mal quelque part. On a tous mal. Nos récits sont des récits cabossés. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Et donc, c'est partir de là et de savoir comment on pouvait se réparer nous-mêmes et grâce à quel type de mots, et comment on pouvait aussi se recoudre entre nous, entre les différents continents, et créer cette richesse finalement immatérielle entre nous, et grâce à nos propres récits intimes, changer peut-être le récit international et le récit du monde. Voilà. Peut-être que je me trompe totalement, mais en tout cas j'y crois vraiment. Donc voilà, donc vous parlez quand même de ce mot que j'ai mis dans cette troisième partie. Alors, dans cette troisième partie, juste, c'est des mots qui me sont propres, mais je pense que chacun d'entre vous pourra trouver ses propres mots qui le réparent. C'est pas des mots qui sont imposés, qui réparent. En tout cas, moi, j'avais mis effectivement le silence, même si je sais qu'on est d'un côté sur la liberté d'expression, la libération de la parole, et d'ailleurs, on est plus sur la libération de la parole que la liberté d'expression. C'est-à-dire que d'un côté, la liberté de la parole est privilégiée, mais de l'autre côté, on vous empêche de dire certaines choses. Donc là, c'est un peu particulier. Le silence, en tout cas, permet évidemment l'écoute. Et cette écoute-là, elle est précieuse pour pouvoir se réparer. Elle est précieuse aussi pour pouvoir réfléchir. Elle est assez précieuse pour pouvoir créer. Donc, j'avais le silence, j'avais l'intimité, parce que dans ce monde de brouhaha, j'ai constaté qu'on n'avait pas de moins en moins accès à sa propre intimité. Or, elle est fondamentale pour vos imaginaires, pour votre création. Elle est fondamentale pour se retrouver avec soi-même. Vous savez, parfois, on est en guerre simplement parce qu'on a du mal à s'appartenir à soi-même. Et puis, il y avait un autre mot, qui est le mot de la créolisation. Alors, je sais que c'est un mot qui est aujourd'hui, ces derniers mois, qui a été très dit et redit, mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec un philosophe, Édouard Glissant, qui avait travaillé sur la philosophie de la relation. Et pour lui, donc, il a tenté ce mot créolisation qui ne veut pas dire on va boire des tipons et on va manger des acras. La créolisation, il a pris en fait l'exemple de son île, la Martinique. C'est une île donc, qui a été dans un chaos, l'esclavage. Et si je résume sa pensée extrêmement complexe et pleine de nuances et interprétable à l'infini, mais en tout cas, mon interprétation de la créolisation, c'est cette île, parce qu'elle était dans le chaos, n'a eu comme possibilité que de s'ouvrir au monde pour pouvoir sortir du chaos. C'est à mon sens ce qui se passe avec cette pandémie, c'est pourquoi on est dans une créolisation du monde. On est dans cette pandémie et notre obligation. Et en général, quand on est dans le chaos, on va être dans la souffrance, on est dans le repli. Il faut avoir une forme de discipline pour que du chaos naisse notre ouverture, en tout cas mentale. Et de toute façon, cette pandémie, on le voit bien, puisqu'on est dans les variants indiens, on dit maintenant pas Delta, Alpha, Omicron, etc. Donc du monde entier, on regarde les autres continents pour voir comment on va s'en sortir au mieux dans ce monde interdépendant. Alors, je vais juste vous parler aussi de la signature avant d'aborder la question de la création. Je finis mon ouvrage sur la signature et je pense que par rapport au repli identitaire, au repli de nos humanités, j'avais envie de souligner l'importance de nos signatures individuelles, et c'est ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est-à-dire que votre signature, elle raconte beaucoup plus de vous que n'importe quel de vos pédigrés ou de votre constitution, de votre religion. Votre signature, c'est votre manière de parler, votre manière de rire, votre manière de marcher.
Évidemment, votre signature manuscrite, c'est celle que l'on va reconnaître, mais qui sera chaque jour différente et qui fera avec votre humeur ou votre bonne humeur, et donc qui raconte beaucoup plus, à mon sens, de vous. Et lorsque l'on est artiste, c'est, je crois, ça aussi qu'on recherche et qui est très difficile. Ce fameux, parfois on vous parle de lâcher prise, comment vous rapprocher de vous-même un maximum pour pouvoir livrer au monde quelque chose qui soit le plus juste par rapport à votre pensée. Et ensuite, vous signez avec votre patte, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que sinon, très rapidement, on a vite fait de vous assigner. Et l'assignation, c'est un non-affranchissement. La signature, c'est très précisément ce que souhaitaient les esclaves. Les esclaves étaient en troupeau, ou même au moment de la Shoah, dans les wagons, on mettait des numéros. Moi, il y avait un numéro sur le bras de mon grand-père. Les esclaves n'avaient qu'une seule volonté, c'était d'avoir un nom et un prénom et de ne plus être considérés comme du bétail pour pouvoir créer leur propre récit individuel. Je pense que c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui en liberté. Donc, par rapport à ce mot, création et créativité et imaginaire, d'avoir accès à son imaginaire grâce à son intimité, grâce à ses douleurs, mais aussi là où on a envie d'aller, c'est pour moi un élément fondamental de la réparation. Mais la réparation, c'est pas comme ça, c'est pas d'un coup, ah, je suis réparée, voilà, c'est super, je vais créer des trucs. La réparation, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. La réparation, c'est un processus long et c'est toujours faire avec. C'est toujours faire avec. Et là, on ne répare de toute façon que ce qui est irréparable dans la vie. Et la création, si je pense au bourreau, on va dire à l'homme blanc de plus de 50 ans, au colon, puisque c'est quand même aujourd'hui les personnes qui sont pointées du doigt. Eh bien, le fait de ne pas engager le processus de réparer, de rester dans la vengeance, de rester dans la haine, ne vous coupe pas du bourreau. C'est-à-dire qu'à l'infini, vous aurez cette souffrance en lien avec ce bourreau et ça vous empêche finalement de créer votre propre vie, de créer vos propres projets. Si vous êtes complètement focalisé sur ce qui s'est passé avant sans vous en émanciper, ce n'est pas un déni, hein, ce que je dis, ce n'est pas un déni sur les problèmes qu'il y a eu, qu'il y a encore et qu'il y a dans l'histoire. Ce n'est pas du tout ça. C'est comment intimement on fait avec, mais tout en se créant son propre récit qui va nous réparer en nous-mêmes. Ensuite, sur le mot création, et peut-être contrairement aux autres mots, ceux qui nous séparent ou ceux qui vont nulle part, ce sont toujours des mots dans la réparation qui ont deux faces. La création comme la réparation, c'est quelque chose de compliqué. Et dans la création, on pense aux artistes torturés, on pense à la souffrance que c'est de créer, à cette obsession. Je pensais ce matin à Brassens, qui pouvait rester des semaines et des semaines sur un vers, sur une rime. On pense à Gérard de Nerval, qui est devenu complètement fou, même à Maupassant. On pense à Gainsbourg, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Et on pense à Baudelaire aussi. Enfin voilà, tous les créateurs, il y avait cette part d'ombre parce que la création, c'est prendre un risque et c'est donner de soi. Mais dans le même mouvement, lorsque le créateur livre quelque chose, déjà, c'est toujours une construction. On parle beaucoup de déconstruire. Aujourd'hui, il faut tout déconstruire et tout. Mais là, c'est quelque chose qui est livré au monde en vue, évidemment, de révéler nos émotions, de nous bousculer. Ça peut être des œuvres très dramatiques, très catastrophiques, des œuvres qui puissent nous choquer. Mais en tout cas, pour moi, l'artiste, c'est ce législateur de l'ombre. C'est celui qui va vous montrer dans l'invisible, dans l'indicible, ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Quelqu'un qui va rechercher à un endroit, un point, avec ce point aveugle-là, qui va jouer avec ce point aveugle pour pouvoir
vous montrer quelque chose d'inédit, et pourtant qui est peut-être tout à fait évident. Et dans la création, il est très compliqué aussi de faire marche arrière. C'est-à-dire lorsqu'on est engagé dans un processus créatif, dans un processus, et quand on commence à connaître son chemin de l'imaginaire, eh bien, il est extrêmement compliqué parce que la création devient une obsession. On dit l'appétit vient en mangeant. Je pense que pour la création, c'est pareil. Concernant la prise de risque, c'est André Breton, en fait, qui disait que le poète n'a pas voulu dire, il a dit. Et on est vraiment dans ce contexte, en plus on est totalement interconnectés, les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et ben, c'est d'avoir à un moment donné cette liberté de pouvoir dire et exprimer son œuvre et de la livrer au monde et de ne pas être… Alors, déjà, je pense que l'artiste est dans son insatisfaction, dans son regard insatisfait et qui va toujours chercher la perfection, mais surtout ne pas se fier en fait aux histoires de trolls ou de je ne sais pas quoi. Après, dans l'ouvrage, et par rapport à cette création, dans l'ouvrage Racé, j'ai quand même un fil rouge qui est Romain Gary. Non seulement par rapport aux questions d'identité, mais aussi par rapport à sa création et comment ses identités et sa création se conjuguent avec un engagement politique aussi humaniste et universel qui est tout au bout. Par rapport à Romain Gary, ce qui me fascine de par son histoire, il a été engagé pendant la guerre, son histoire aussi puisqu'il était pendant la Shoah à Nice avec sa mère, c'est le fait qu'il l'écrive, mais pas seulement. C'est-à-dire que lui, il a changé ses identités en permanence. Et d'ailleurs, il a eu 2 prix Goncourt avec une signature puis une autre. Et il a réussi dans sa création à devenir un autre. Et au fond, c'est ça la création. C'est comment, lorsqu'on se focalise sur un projet, comment il se révèle toujours l'autre en soi. Et la magie de Gary, c'est ça, parce que lorsqu'on lit, par exemple, un livre que j'adore, qui est Gros câlin, et que même dans l'écriture, on ne peut pas reconnaître le Romain Gary des Racines du ciel, je trouve ça assez vertigineux. Mais une nouvelle fois, dans la création, il a voulu aussi mettre, je crois, fin à ses identités, à cette folie. Il a été rattrapé, il a fait de ses vies une œuvre d'art, jusqu'à décider du point final qu'il allait mettre à son roman de vie. Ensuite, je voulais vous parler de cette création réparatrice parce qu'elle est aussi un superbe outil dans les silences, dans ce qui n'a jamais existé. Et donc là c'est pleinement l'histoire de l'imaginaire. Moi, dans les grandes et les petites choses, et tous les artistes font ça, c'est-à-dire que j'ai inventé des dialogues entre un grand-père yiddish et un père gambien, wolof, sérère, et avec leurs accents qui pouvaient se conjuguer. C'est-à-dire que je l'ai vécu quand j'avais 10 ans, mais je ne m'en souviens plus très bien. Et comment ces accents, ces tonalités internationales et leur jeu de mots très spécifique, leur humour, j'allais dire humour noir d'un côté, parce que mon père est très noir, humour d'Afrique de l'Ouest, et de l'autre côté, vous comprenez pourquoi je m'en suis pris plein à la gueule, en fait, c'est parce que j'ai un humour un peu… et de l'autre côté, l'humour juif ashkénaze, eh bien, je les ai fait se dialoguer. Et les grands auteurs, Modiano a fait ça, ceux qui sont venus après la Shoah, mais chacun d'entre nous, par rapport à sa souffrance de ce dont on ne se rappelle plus, ce dont on a besoin de réparer, par un film, par un livre, on peut s'inventer cette histoire qui nous rassemble à l'intérieur de nous-mêmes. Dans l'histoire de la création, ce n'est pas simplement des œuvres d'art, c'est comment véritablement on se crée son propre récit. Moi, j'ai fait donc du sport à haut niveau et je vous parlais du 100 mètres. Il y a un moment qui est assez fascinant dans le 100 mètres, c'est le moment où on attend le coup de feu. Le juge de ligne vous dit « Mesdemoiselles, à vos marques ».
Et ensuite, on attend ce coup de feu. Et c'est ce moment-là, quand vous avez un coach, en fait, où votre coach vous dit, il faut que tu te rassembles. Rassemble-toi. Parce que nous sommes des êtres profondément morcelés. C'est pour ça que je vous disais que la diversité, elle est en nous-mêmes. Nous sommes des êtres morcelés capables de faire 1000 choses. Et ce rassemblement-là, dans une œuvre ou à certains moments de sa vie, elle est absolument précieuse parce que c'est ce rassemblement-là qui vous permet d'aller dans des imaginaires précis, à mon sens. Alors, je vais passer, de toute façon, après, on échangera un petit peu. Et après, je voulais quand même terminer sur le champ de la création, vous dire à quel point aujourd'hui, évidemment, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, les artistes ont besoin d'être protégés parce que lorsqu'on voit un Gérard Darmon qui, pour les besoins d'un film, a dû se peindre en noir, qui a été accusé de blackface, ou ces dogmes-là qui vous empêchent, en fait, parce que être comédien, c'est être grimé, c'est être transformé, c'est surtout être toujours l'autre, un imprévu, en fait, dans son propre rôle. Et aujourd'hui, je crois que les artistes ne sont plus des artistes engagés, mais des artistes qui sont embarqués dans cette bataille-là qui est la liberté d'expression, la liberté de conscience. Et souvent, on entend les politiques nous parler de guerre culturelle, mais on ne fait pas de guerre culturelle sans les artistes. Et enfin, pour conclure, je voulais vous parler de la transversalité, en tout cas moi, dans mes différents sujets, parce que c'est vrai qu'au cours d'une journée, je peux être comédienne, auteure, plus du tout sportive. En fait, c'est ces interactions positives entre les différents sujets, entre le droit, entre les interventions à la télé, qui vont nourrir quelque chose. Et vous parlez aussi des interventions que je fais en détention, avec un public qui est un public, enfin, ce sont des gens qui sont radicalisés. Et là encore, dans la création et dans l'écriture avec eux, on trouve encore quelque chose. La transversalité dans ce monde interdépendant va nourrir obligatoirement vos imaginaires et vos créations que je vous souhaite extrêmement fructueuses, notamment pour cette année 2022, et je vous remercie. Merci, merci beaucoup Rachel. Merci de cette conférence inspirante. J'appelle tout de suite les étudiants qui ont été préparés, qui se sont préparés. Si vous voulez bien venir sur scène nous rejoindre. Ah, je me mets là, moi. D'accord, ok, ça, très bien. Tout d'abord, merci pour cette intervention. Merci à vous d'avoir écouté. Ma première question, elle sera, aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, les questions raciales sont très institutionnalisées. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les statistiques ethniques permettraient d'avoir un débat assez décomplexé et libre qui permettrait de décrire une réalité? Ou est-ce que vous pensez, au contraire, que ces statistiques ethniques sont un peu la cause de ce rapport très complexé qu'ont les Américains aux questions raciales, surtout en ce moment? Alors, c'est vrai que s'il y avait les statistiques ethniques et donc les quotas qui vont avec, moi, je deviens à peu près présidente de la République puisque je coche absolument beaucoup de cases. Après, je peux m'arranger. Non, je plaisante. Mais effectivement, je suis allée effectivement aux États-Unis et travailler sur ces questions-là aussi. C'est très institutionnalisé. Et ensuite, c'est ce qu'on répète très souvent, c'est que nous n'avons pas la même histoire du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, les États-Unis se sont quand même construits très précisément sur la colonisation et la ségrégation. Et la ségrégation qui a été jusque dans les années 60 et puis encore aujourd'hui avec des choses qui ne sont pas tolérables, en tout cas qui sont juste insupportables. Les statistiques, pour nous, Français, moi, je ne suis pas favorable par rapport à nos fondamentaux pour plusieurs choses. Un, parce que moi, vous me
vous me comptez dans quelle dans quelle case? Je pense qu'on est un peuple qui n'est pas un peuple ethnique, qui n'est pas un peuple religieux, mais qui est un peuple politique et qui est un peuple avec des idées politiques et des fondamentaux qui sont nos fondamentaux républicains pour moi. Et c'est en cela, en fait, qu'on peut tirer cette force lorsqu'on les embrasse et qu'on les met en œuvre. Mais en revanche, c'est grâce à ces fondamentaux-là qu'il faut militer contre les discriminations et les choses-là. Pour moi, peut-être que c'est utopique, peut-être qu'on a besoin des statistiques pour pouvoir changer les choses, mais je veux croire qu'on est quand même assez intelligent et qu'on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour voir que sur un plateau, il n'y a pas l'ensemble de la société qui n'est pas représentée. Enfin, c'est quand même assez bizarre de se dire on voit très bien ce qui peut se passer au cinéma, on voit très bien ce qui peut se passer au cinéma, et on n'a pas besoin d'avoir un calculateur pour dire il manque ci, ça. C'est de notre responsabilité individuelle et à tous, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez abordé la discrimination positive tout à l'heure. Et je voulais savoir si vous pensez que la discrimination positive, c'était un bon moyen pour endiguer le racisme en faisant changer les mentalités, ou si c'était juste superficiel. Et donc, de manière un peu plus précise, qu'est-ce que vous pensez des quotas? Ouais. De manière générale, et pas forcément que pour le sujet du racisme, mais aussi pour les femmes. Oui, je suis quand même une différence pour femmes et les questions ethniques, pour moi, c'est quand même assez différent. Mais la première question, c'était sur la discrimination positive. Est-ce que ça permet de réellement ça. changer les mentalités, ou est-ce que ça a un effet qui est superficiel? Alors, pour moi, la question, parce que moi, je suis juriste, en fait, et quand j'entends discrimination positive, ça veut dire que bientôt, on aura des délits positifs, des crimes positifs. La discrimination, ce n'est pas positif, pour moi. Je me suis exprès d'être dure et provocatrice. La discrimination, non, pour moi, une nouvelle fois, c'est une responsabilité, et notamment l'enjeu aujourd'hui en France, il est beaucoup plus social que racial. Ça me dérange beaucoup en fait qu'on puisse mettre l'ethnie au centre. Après, oui, il y a des problèmes, mais les problèmes, en fait, l'état des lieux, il est partagé par tous. Et c'est en ça que je me dis que quelqu'un, par exemple, une comédienne, on dit qu'il y a eu une loi sur la discrimination positive. Et là, vraiment, sur les questions de couleur de peau. Cette comédienne, en fait, qui a eu ce rôle, on va lui dire, ce n'est pas par rapport à votre talent, en fait, c'est juste parce qu'il y avait une loi et donc il nous fallait quelqu'un comme toi qui, par ailleurs, n'aura pas forcément le premier rôle. Et ensuite, quand elle va, entre guillemets, reparler à sa communauté, est-ce qu'elle ne devra pas des comptes à sa communauté? Peut-être que dans le rôle qu'elle a accepté, peut-être qu'il n'était pas par rapport à la communauté, peut-être qu'il était offensant, comme on l'entend beaucoup, on est beaucoup offensé aujourd'hui, avec plein de responsabilités pour cette personne qui a eu droit à cette discrimination positive. Je suis assez inquiète sur cette notion. Après, sur la question femmes-hommes, je trouve que c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que là, on n'est pas… Ce qui me fait peur, et c'est par rapport à mon pédigré, c'est ces histoires de mettre cette race au centre, de vouloir des questions de race pure au centre, parce que moi, et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est très mélangés. Vous êtes université là, du monde entier, donc en fait, vous êtes de partout et on va vous mettre dans quelle case et quelle est la case à laquelle vous avez le droit. La question du genre, pour moi, est assez différente. C'est plus une question de citoyenneté et d'égalité réelle. Voilà, je ne sais pas après si j'ai été claire. Merci beaucoup, oui, très clair. Thank you so much for Thank the you. presentation. Sorry, I need to speak in English. You talk about creation, and I wonder if you consider all forms of creation equal or equally effective. Thanks. Merci beaucoup. Ça, c'est pour moi, effectivement, c'est-à-dire que toutes les formes de création et surtout, parce que c'est particulier, en fait, en France, on a quand même des superbes dispositifs de soutien à la création. Ce que fait le CNC, mais je prends que celui-là, mais plein d'autres, en fait, ce que fait aussi le CNM sur la musique, le Centre national
du cinéma ou le Centre national de la musique qui soutiennent les esthétiques font un super boulot. Mais pour moi, toutes les créations les plus riches sont celles qui sont à inventer. Donc, c'est toujours les nouvelles, donc c'est toujours inédit. Donc, c'est pour ça, en fait, que pour moi, l'ensemble des esthétiques sont primordiales et qu'il ne faut pas justement faire une hiérarchie dans les esthétiques. Elles se conjuguent, elles s'entremêlent, elles s'entrelacent et elles permettent de nous enrichir en permanence. Thank you. Thank you. Tout d'abord, merci pour votre présence. Du coup, vous aviez été nommée directrice de l'association de hip-hop La Place à Paris. Vous avez eu un engagement important. Suite à la sortie de votre récent livre, du coup, qu'on voit sur l'écran, une pétition de 1700 signataires exigeait donc votre renvoi de l'association. Vous avez par la suite déclaré dans les colonnes de Marianne, ce qui est d'extrême droite, ce n'est de ne pas être d'accord avec eux. Du coup, ma question, c'est pensez-vous que cette forme de censure, finalement liée à une certaine orientation idéologique qu'on peut retrouver dans beaucoup d'écoles, pour en citer une, Sciences Po Grenoble, récemment suspectée, est une menace, notamment due à la non-expression de toutes les idées dans l'espace public? Oui, merci pour cette question. Alors déjà, j'étais co-directrice et c'est vrai que j'ai souhaité, à partir du moment où vous écrivez un livre et que vous êtes dans un lieu culturel et qu'on vous interdit d'écrire un livre, bon, c'est un peu particulier. Bon, après, il y a eu un changement après, mais bon. Non, effectivement, sur le danger, et là, il faut se replonger, si vous le pouvez, dans les textes de Camus sur les artistes, sur la nécessité, en fait, de, comment dirais-je, sur aujourd'hui, comment ils vont être embarqués, en fait, dans cette bataille-là. Parce qu'avant, les artistes, enfin avant, on s'imaginait les artistes dans une bulle, mais là, c'est tellement prégnant, ça a tellement infusé. Moi, j'ai peur, en fait, que les artistes ne soient plus des artistes et soient obligés d'être des influenceurs. C'est-à-dire que moi, j'ai des copains artistes qui n'osent plus parfois écrire, des producteurs qui demandent à leurs scénaristes d'enlever des dialogues parce que ça va offenser. Et je trouve que là, on perd beaucoup parce qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous écrire la même chose. On va avoir que des scénarios qui se ressemblent. Ça commence un petit peu. Et ça me fait de la peine, surtout pour le hip-hop, qui est normalement des esthétiques assez sulfureuses. Lorsque je vois que Racé, pardon pour vos oreilles, mais lorsque je vois que Racé a été comme ça, bon, c'était des artistes, c'était une pétition, mais ce n'était pas très important, mais bon, c'est pas grave. En fait, je leur ai juste posé la question, est-ce qu'il fallait que j'écrive Salfienne à 4 pattes? Là, ils auraient été contents. Voilà, pardon, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Merci. Merci à vous. Pardon de vous avoir choqué peut-être. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous quatre d'avoir été là. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci Rachel pour cette conférence inspirante. Restez. On veut juste vous remercier une dernière fois en vous applaudissant bien fort. Merci Rachel. Beaucoup.